je suis quelqu'un qui était très dans le mental et dans la compréhension. Donc oui, j'allais vers une naturopathe. Oui, ça faisait sens ce qu'elle me disait de prendre. Oui, je commandais les produits. J'étais arrivée à toi avec cette explication-là. Oui, j'ai vu des naturopathes. J'ai cherché la meilleure. J'ai patienté pour avoir le rendez-vous. J'ai dépensé un peu d'argent pour ça. Elle m'a fait commander des produits. Je trouvais ça pertinent. Je les ai commandés, mais je les prends pas. Et ça, une fois, deux fois, trois fois. C'est pas possible. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de retrouver Patricia. Merci infiniment Patricia d'avoir accepté mon invitation. Tu as participé au programme Rise, tu es facilitatrice en breathwork, rebirthing, facilitatrice en psyché aussi, on va parler de tout ça. Bienvenue déjà. Merci Camille, merci de me recevoir. Moi, je suis très émue parce que c'est ma première sur un podcast. Alors, merci de me faire confiance et puis de m'inviter pour répondre à tes questions. Je me réjouis, ça va être super. Hum, Patricia, tu as une histoire de guérison hyper puissante. Je pense qu'il va parler à énormément de personnes qui nous écoutent. Ça a été quoi pour toi l'appel à l'aventure? Alors, je vais donner un peu de contexte ici. J'ai Mhm. préparé mes questions et j'ai préparé mes questions avec en tête le voyage du héros de Joseph Campbell pour les personnes pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Joseph Campbell, c'est un auteur et il y a plein d'histoires, toutes les histoires en fait qu'on a entendues enfant, qui sont basées sur ces étapes du voyage du héros. Le héros du coup qui quitte son village et puis qui a l'appel de l'aventure et qui part et qui rencontre des personnes sur sa route, des alliés, des ennemis au contraire, des obstacles. Voilà, qui souvent passe un peu la traversée du désert et puis après, il trouve ce qu'il cherchait sur le chemin, il se transforme et puis il rentre au village et il transmet tout ce qu'il a, tout ce qu'il a vécu et toute cette transformation, aux siens, en fait, aux personnes de son village. Donc ça, c'est voilà, les grandes étapes du voyage du héros et ça m'a fait penser au voyage du héros. Waouh. Patricia, ton chemin. Et donc, j'ai préparé mes questions avec ça en tête. Je voulais donner un petit peu de contexte là-dessus. Aussi, si ça peut vous permettre aller voir le voyage du héros, si vous nous écoutez, parce que je trouve ça vraiment très beau. Il y a un documentaire sur Gaïa qui parle du voyage du héros, et moi, ça m'avait vraiment éveillé plein de choses à l'intérieur de moi. Donc allez consulter ça, Le voyage du héros de Joseph Campbell. Le héros, dans ses étapes, dans le voyage, il y a l'appel à l'aventure. À un moment. Et qu'est-ce qu'a fait, moi c'est ma question pour toi du coup Patricia, ça a été quoi l'appel à l'aventure? En anglais on dit le wake-up call. Un peu cet événement de la vie qui fait que je sors de mon mode un peu robot ou de ma petite vie voilà, bien rythmée, bien réglée comme une horloge. Ça a été quoi l'appel à l'aventure pour toi? Bah, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. Le premier, ça a été un burn-out très très violent en octobre 2019. Où là, je me suis vraiment rendu compte que il y a une citation qui revient en boucle chez moi à l'époque. C'est la citation d'Albert Einstein, je crois, qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. J'avais enchaîné de grandes expériences professionnelles avec beaucoup de responsabilités dans des milieux, ouais, avec des responsabilités. Et je voyais bien que, au fur et à mesure des expériences, j'arrivais à peu près au même schéma. Donc ça, c'était la folie, je faisais la même chose. Et oui, j'attendais des résultats différents parce que j'espérais aller mieux, en fait. Et puis, le premier pas, ça a été vraiment de prendre conscience et de prendre la pleine responsabilité du chaos que j'avais semé dans ma vie. Et je crois que ça, c'est le pas le plus difficile, en fait. Parce que là,
c'est en fait sortir de la victimisation et sortir du drama des conditions extérieures, en fait, que peuvent être un job, que peuvent être une situation familiale ou que sais-je. Donc, en l'occurrence, moi, le burn-out au sein d'une entreprise, une petite entreprise, mais dans laquelle j'avais beaucoup de responsabilités. Et donc ça, c'est le premier pas. Donc je suis clairement très très fatiguée, en épuisement, mais c'est tout un pan de ma construction qui va s'effondrer. Et puis pendant l'arrêt maladie du burn-out, je suis licenciée parce qu'en Suisse, on peut être licencié pendant qu'on est en arrêt maladie. Et ça, c'était la première vague, on va dire. Et puis, comme si j'avais pas pris l'ampleur, en fait, du réalignement dont j'avais besoin dans ma vie. À l'anniversaire quasiment du burn-out, 2 ans plus tard, on m'a annoncé un cancer du sein. Et là, pourtant, j'avais pensé avoir déjà travaillé, avoir un peu navigué sur ça. C'est vraisemblablement pas assez. Et donc là, j'ai clairement senti qu'il y avait un gros truc qui se jouait et que cette maladie était venue me dire vraiment quelque chose d'important. Donc oui, le vrai wake-up call, c'est celui-là. Et puis que ça allait demander en effet beaucoup de réalignement et beaucoup de changements dans ma vie. Et je dirais que ce qui s'est passé à ce moment-là, là, comme tu le disais avec le voyage du héros, c'est que là, je crois que quand on m'annonce cette maladie, je vois que je peux plus y échapper, en fait. Je peux plus échapper à l'aventure. Parce que le cancer, c'est une maladie mortelle. Mes médecins me l'ont redit plusieurs fois parce que je crois qu'ils voyaient que je me dissociais un peu. Et donc, j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était ultime. Voilà. Je dirais que à ce moment-là, j'ai pris la décision, la plus grande décision de ma vie, qui a été de me lancer dans l'aventure et de choisir de guérir. Ça paraît peut-être un peu présomptueux ou de dire choisir de guérir, on ne choisit pas. Si, moi je pense qu'il faut choisir de guérir. Et puis après, le choix de guérir, c'est de mettre tout en œuvre pour y arriver. On se dit, ouais, avec un cancer, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Mais on ne va pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le sujet. Mais oui, on peut faire plein de choses pour se soutenir, en fait. Et moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Donc, c'était prendre la décision de guérir, faire le choix de guérir, et puis de mettre tout en œuvre pour accompagner mon corps là-dedans. Et aussi de croire, d'avoir la croyance vraiment profonde que j'avais le pouvoir de guérir. Et ça, Ouais. c'est ultra puissant. Parce qu'en fait, on peut aller au travers de ça, je pense, en faisant confiance de nouveau à l'extérieur, c'est-à-dire à la médecine allopathique, parce que j'ai fait le choix d'être accompagnée par la médecine allopathique, et puis de leur remettre un peu les clés de la boutique, quoi. Et moi, j'ai dit non, cette fois-ci, ils vont faire, c'était la première fois que je rentrais dans un hôpital, ok, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais moi, j'ai un pouvoir là-dedans. Et là, j'ai vraiment repris mon pouvoir et je crois que c'est la première fois, je sais pas depuis combien de temps, mais ça a été vraiment ça. J'ai repris le pouvoir. Donc, il était étroit, hein, le pouvoir que j'avais à ce moment-là, parce qu'évidemment, je remettais ma santé au travers la maladie au travers de ces traitements-là. Mais voilà, je me suis beaucoup accompagnée, j'ai beaucoup accompagné mon corps avec beaucoup d'autres choses pour le soutenir. Et pour montrer aussi un peu à l'univers que j'avais compris ce qu'on m'envoyait comme challenge et que j'étais prête à le relever. Et le soutien, ça deviendra un mot-clé dans ton chemin de Oui, guérison, on pourra en parler après. tout Ouais, à fait. effectivement, cet appel à l'aventure, c'était une question de vie ou de mort et pas au sens figuré, là, pour le Non. coup. Ouais, alors, ça m'intéresse du coup, avant le burn-out, ensuite il y a eu le cancer. Est-ce que tu peux me dépeindre un petit peu la vie de la Patricia, voilà, d'avant, le monde ordinaire du héros, le village qu'il quitte? Parce que c'était quand même très glamour, les jets privés et tout, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai eu une vie active, très active, très, 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 très active. Donc en fait, je vis à Genève en Suisse et avant d'arriver à Genève, je vivais à Paris. Donc j'ai vécu une douzaine d'années à Paris, dans un secteur d'activité aussi assez clinquant peut-être. J'étais designer de voyages de luxe.
Et donc c'était une vie à 1000 à l'heure, très festive. Moi, j'étais évidemment plus jeune, mais c'est pas vraiment en lien, mais très festive. J'étais entourée, il y avait des équipes autour de moi, donc on sortait beaucoup. Mais c'était vraiment dans la joie, peut-être un peu dans l'excès sur certaines choses avec du recul. Et puis beaucoup de voyages parce que, bah, c'était le milieu, donc on voyageait énormément sans penser à tout ce que je pense maintenant en termes d'éco-responsabilité et autres. C'était une autre vie, une autre étape de ma vie. Et par contre, il y a des points communs quand même dans tout ça. C'est le perfectionnisme, l'envie toujours de servir les clients, même servir mes collègues parfois, le patron, parce que j'étais employée. Tout le monde passe avant moi en fait. Ça a toujours été, même dans ma famille, j'ai l'impression. Et puis, quand je me suis installée à Genève, en fait, bah, je me suis coupée de mes amis qui étaient restés à Paris. Je suis venue seule à Genève et donc je connaissais personne. Et là, heu, je suis rentrée dans un tunnel qui était le travail et que ça, en fait. Donc j'ai pu nourrir à souhait mon perfectionnisme et puis l'envie de réussir. C'était pas, j'ai jamais été carriériste, mais en fait, j'ai toujours voulu mener à bien. Donc, je suis vraiment plongée tête baissée dans le travail, mais vraiment. Je me divertissais pas, il y avait plus rien en fait, il y avait plus que le travail. Moi, je me suis à la fin, hein, je me suis complètement considérée addict au travail et j'avais une énergie folle, hein, dans le travail, une capacité complètement démesurée. On en reparlera tout à l'heure, mais maintenant je sais, j'ai beaucoup plus d'attention au mot capacité que j'en avais avant pour ceux qui t'écoutent, celles qui t'écoutent, elles savent beaucoup ce que ça veut dire capacité. Donc j'avais une énergie, une capacité, une vivacité, tout ça c'était considérable. Je pouvais déplacer des montagnes pour mes clients, alors je déplaçais plutôt des jets privés, oui, mais je déplaçais, mais j'étais celle qu'on appelait quand rien n'allait, parce que j'étais vraiment problem solver dans la compagnie. J'étais celle qui trouvait des solutions en fait, quoi. Je passais des jours et des nuits, donc voilà, je travaillais sans m'arrêter, beaucoup trop, avec une énorme privation de sommeil, privation de beaucoup de choses en fait, de plaisir, de joie, de pause, de vacances. Il y avait pas tout ça. Il y avait pas du tout ça, c'était non-stop et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais c'était OK à ce moment-là pour toi? Je veux dire, tu t'en rendais pas compte? Ouais, complètement, c'était Mmh. complètement OK parce que c'était presque l'adrénaline en fait. C'était, j'y vais, maintenant je le comprends, hein, j'étais drivée au cortisol, à fond et à l'adrénaline parce que, ben, quand mes clients, me rencontraient, bah, j'étais la perle. Ils avaient trouvé la perle qui faisait des choses incroyables, qui les emmenait du point A au point B avec un bouquet de fleurs, avec, tout ce qu'ils voulaient à bord et cetera. C'était fascinant, en fait, parce que c'était le succès finalement, le succès dans ce que j'avais à faire, en fait. Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure que les heures de travail, les jours, les mois, les années avançaient, mais j'étais sur une pente glissante, mais infernale, en fait, qui ne pouvait plus s'arrêter. En fait, j'étais rentrée dans un cycle qui ne s'arrêtait plus. Et d'ailleurs, je dois avouer que je n'ai pas été capable d'arrêter moi-même. J'étais comme une voiture poussée, lâchée à vive allure sur, je sais pas, une descente ou j'en sais rien quoi. Et j'étais incapable de m'arrêter toute seule. Incapable. Incapable. Donc, c'était tout simplement, en effet trop. Et puis, ben, avec tout ça, privation de sommeil, irritabilité, si on en revient un peu aux symptômes. Privation de sommeil, irritabilité, plus, plus, plus. Alors jamais trop en public, parce qu'il fallait garder la face. Beaucoup de frustration, beaucoup de colère. L'inflammation qui commençait à arriver, c'est-à-dire que j'étais atteinte d'endométriose. Et puis, ben, c'était des douleurs de plus en plus intenses alors, ça m'empêchait pas de travailler, hein, parce que j'allais pas au bureau, mais je travaillais à la maison. Donc, dans mon lit s'il fallait, et cetera. Donc, c'était pas un problème. Enfin, c'était un problème, mais ça en était pas, ça m'éloignait pas du travail. Ça devenait de plus en plus douloureux et puis, les derniers mois, je n'avais de cesse de dire: «Ça n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun sens.
Je posais la tête, sur l'oreiller le soir ou la nuit parce que j'avais pas d'horaire, parce que je travaillais H24 avec les clients qui étaient, soit d'un côté du globe ou de l'autre côté, puis moi au milieu à Genève. Et il m'est arrivé de poser la tête sur l'oreiller à 2 heures ou 3 heures du matin et me dire: «Cette nuit, je vais sans doute être victime d'un AVC et je me réveillerai pas demain». J'étais à ce point de, du non-sens et de l'angoisse, en fait. Mais j'y allais quand même. Ouais, ce que tu décris là, c'est, vraiment le figement fonctionnel, mais c'est plus que ça, hyper fonctionnel. Je veux juste souligner ce Oui. que tu dis, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, parce que cette adrénaline, ce cortisol, ça nous donne des facultés, des capacités Mmh. juste, mais extraordinaires. Quand tu dis: «Je déplaçais des montagnes», c'est vraiment ça. Et voilà, sur même plusieurs années, pour certaines personnes, ça peut marcher. Bon, ça commençait à plus trop marcher avec l'endométriose, l'inflammation, il commençait à y avoir des signes, mais en tout cas sur quelques mois, oui, ça peut marcher très, très, très bien. Mmh. Ah oui, ça marchait, je vais pas afficher de résultats ici, mais ça a marché extrêmement bien pendant 5 ans. Yes, Et puis yes. avant, c'était moins démesuré, mais il y avait déjà tout ça. Donc moi, je pense que je me suis, on dit le burn-in quand on est dedans et que ça bout quoi, en fait. Moi, je pense que ça a été 10 ans. Mmh, 10 ans 10 ans d'hyper, ouais, de démesure, mmh. clairement. Et ton corps, il a donc commencé à envoyer des signaux. Et puis, ce que tu dis, c'est voilà, tu as commencé à le soutenir après quand il y a eu le cancer et tu disais: C'était nouveau pour moi de Mmh. reprendre mon pouvoir et de commencer à soutenir mon corps». C'était quoi justement ton rapport au corps avant le burn-out, la maladie, pendant cette période-là? Merci pour cette question. Je vais ajouter ici que, les questions, tu me les as envoyées, je pense que personne peut en douter. J'ai pleuré à la lecture des questions et là, il y a une grande émotion qui arrive parce qu'en fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Alors moi, je m'en suis posé beaucoup au travers de RISE parce que ça fait partie, hein, l'introspection du programme pour celles qui veulent l'embrasser à 100 ou à 300. Donc j'ai fait partie de celle-là et encore. Et on a eu une séance tout à l'heure qui était assez intéressante également. Mais oui, ça m'a ému les questions que tu posais parce que quel était ton rapport à ton corps avant la maladie? Bah, c'est pas rien. Cette question, c'est ultime parce que finalement, c'était tout le sujet. Donc quand j'ai lu cette question-là, ça a été très troublant pour moi Ouais. parce que j'avais pas de réponse à ça avant, je me l'étais jamais posée. Mmh. Et là, en me la posant, ça remettait encore, beaucoup d'emphase sur ce que j'avais fait subir à mon corps. Donc je vais y répondre maintenant clairement. J'étais finalement beaucoup dans le contrôle. Mais ça, je le voyais pas parce que j'étais comme anesthésiée, en fait, par cette adrénaline, par le cortisol, par tout ce figement qu'il y avait dans mon corps depuis longtemps ou toujours, je ne sais pas. Hem, donc j'ai dû vraiment réfléchir à cette question. C'était quoi le rapport à mon corps? Bah, en fait, quand je dis j'étais vraiment dans le contrôle, je me suis rendu compte, vraiment avec ta question il y a quelques jours, qu'en fait, j'étais dans le contrôle même de mon poids. Mais je m'en étais jamais rendu compte sans m'être posé la question. J'ai jamais fait de régime, mais j'ai toujours eu un poids, mais presque aux 100 grammes près, fixe, quoi. Tellement, et c'est pas très enfin, c'est pas très normal, je veux dire, c'est assez, normal qu'il y ait quelques variations suivant, ce qu'on vit, suivant, voilà, où on vit, les vacances, que sais-je. Ou Ben est-ce que moi, tu es dans ton cycle menstruel? Nous, les femmes, ça change potentiellement tous les mois. Mmh. ouais, et en fait, je me suis rendu compte que ce poids, mais j'étais fière en plus, hein. En fait, j'étais super fière de tout ça, même de, de ce que j'étais capable de faire et même de travailler sans s'arrêter. Pour moi, c'était une fierté. Et maintenant je suis là, mais comment j'ai pu faire ça et comment j'ai pu penser que c'était une qualité? Bon, on y reviendra, mais bon, ça, c'est un truc, maintenant, ça me dépasse, mais vraiment, quoi. Et donc le poids, donc j'avais, je sans faire de régime, j'étais, comme ça, quoi, et je pensais que c'était super. Avec le recul, maintenant, je me dis: «Attends, il y a un truc qui tourne pas tout à fait rond». Hem, oui? Si je peux juste souligner ce que tu dis là, parce que c'est super important quand tu dis: «Je me demande comment j'ai fait». En Ah fait, oui? c'est ça que tu dis en substance et ça, c'est vraiment, vraiment,
aussi une des caractéristiques de ce figement hyper fonctionnel. Tu sais, quand il nous arrive quelque chose, je sais pas, même un choc, un accident de voiture et puis on a, je sais pas, on a sauté au-dessus d'une barrière, tu vois, qui est tellement haute que sans l'adrénaline, on n'aurait jamais pu sauter Mmh. cette barrière. Puis on se dit: «Mais comment j'ai fait dans le moment?» Et ben, c'est vraiment ça. Et là, on sait qu'en fait, qu'est-ce qui nous drivait? C'était toutes ces hormones du stress, quoi. Bon, là, tu te retournes et tu dis: «Mais comment j'ai fait?» Mmh. Ah ouais. Ah oui, 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 enfin moi maintenant je me reconnais pas parce qu'on y viendra maintenant, mais ma capacité, enfin on reparlera de la capacité. Mmh. Donc pour revenir sur le corps, donc aucune attention à mon corps. Bon, aucune, aucune. Je le voyais en fait, c'était vraiment intéressant cette question. En fait, je me suis rendu compte que je le voyais comme une image de moi. C'est-à-dire que je le traitais par rapport à ce que les gens allaient voir de lui et j'arrive à en parler à la troisième personne. C'est-à-dire que, je faisais attention à comment je me présentais au monde, encore plus à mes clients, mais c'était pas une relation intime que j'avais avec lui. C'était comme une relation extérieure, en fait. Il devait être aussi clean que mon tailleur, que mes escarpins ou que sais-je, mais en fait, il faisait un peu comme partie de ma garde-robe, en fait. Mais j'étais pas dans c'était presque un costume que je prenais, quoi. Et je sais pas, c'est assez difficile à expliquer ça. Mais je me suis rendu compte et je sais pas si, enfin, et il y avait une question, en répondant à ta question, j'avais une question. Je me demande si ça ressemble pas à de la dissociation. Complètement. De la dissociation et puis, vraiment ce symptôme du figement où tout est comme j'ai des personnes qui me disent, «J'ai l'impression que je suis une poupée de cire», où tout est coulé dans du béton, tu vois? Quelque chose de Mmh. très, c'est pas humain, en fait, c'est pas vivant, tu vois? À chaque fois, même dans les mots que les gens emploient pour décrire un corps ou des parties du corps qui sont figées, il y a quelque chose de pas humain là-dedans. C'est ce que tu dis, c'est un tailleur, c'est du matériel, quoi, mais Ouais, c'est pas du vivant, c'est pas de la matière vivante. Parce qu'on ouais, l'attend pas comme de la matière vivante quand on est figé, dissocié comme ça. Mmh. ouais, complètement. Donc ça et puis, toujours dans la planification et l'adaptation et l'anticipation. Alors moi, j'étais la reine de l'adaptation et de l'anticipation. Donc je ne savais pas vivre dans le moment présent parce que j'avais, 4 clients là, 3 clients là, où est-ce que comment, à quelle heure, anticiper la météo, anticiper ci, anticiper ça et donc en fait, j'étais jamais dans le moment présent mais pour enfin, c'était quelque chose finalement, une qualité pour le job que je faisais. Mais quand tu deviens fusionnel et que tu fais corps, sans mauvais jeu de mots, et que tu fais qu'un avec ton activité professionnelle et qu'elle est complètement, heu, détachée de la réalité, ça ne peut plus aller. Bon voilà et puis je ressentais très peu, voire, aucune émotion et Mmh. ça aussi, ça me rendait fière. J'étais contente de pas pleurer, j'étais contente je trouvais que tout le monde chouinait, et non mais j'étais complètement, maintenant je me moque presque de moi quoi. Pour moi, j'étais une caricature de moi-même quoi. Mmh. Et qui t'a permis de survivre pendant toutes ces années. Oui. Donc ce que tu décris, c'est que tu étais plutôt très déconnectée de ton corps et puis après tu as commencé à t'engager pas mal avec, l'alimentation, ton mode de vie, aussi dans ce que tu disais avec le soutien, voilà, dans cette démarche de soutenir ton corps avec le cancer. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, voilà, quand je pense à tes réseaux sociaux, sur ce que je voyais au début, il y avait beaucoup de photos d'alimentation, de super beaux plats, d'alimentation végétale et tout ça. Je sais aussi que tu as eu tout un chemin spirituel, c'est 2 portes par lesquelles il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le développement personnel, dans le travail sur elles. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui rentrent par commencer à faire attention à leur alimentation ou lire, je sais pas, un livre de Mathieu Ricard sur le bouddhisme. Voilà, c'est une porte d'entrée assez fréquente et il y a des choses magnifiques dans ces domaines-là et parfois ça suffit pas. Mmh. C'est quoi ton expérience, toi, Patricia, avec l'alimentation, avec le mode de vie? Déjà ça, une 1re chose. Déjà avec l'alimentation et le mode de vie, comment ça t'a aidé? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors hyper simple, moi c'est un héritage familial en fait. Moi j'ai grandi à la campagne, avec des parents qui avaient un potager. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle un potager tellement c'était immense. Donc mes parents n'ont jamais acheté ni une salade, ni de pommes de terre ou de carottes, vraiment et mon papa va avoir 80 ans cette année et il cultive encore son potager. Donc
j'ai grandi comme ça et donc je participais aussi aux travaux dans le potager, évidemment. Et donc, bah, ça, c'est un héritage, hyper important. Maman a toujours cuisiné tous nos repas. Elle a jamais acheté de plat cuisiné, moi non plus. C'est pas une fierté, mais disons qu'en fait, c'est vraiment c'est presque, un héritage comme presque génétique. C'est-à-dire que chez nous, c'est un code, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment jamais acheté un plat cuisiné. Donc même à l'époque où je travaillais H24, je préférais, me râper des carottes ou, que dire? Me faire un œuf sur le plat avec un bon pain au levain que de prendre un plat cuisiné de quelque part, en fait. Je mange extrêmement simplement, mais toujours avec un souci de la saisonnalité, bien entendu. Mais c'est pas du marketing chez moi, hein, c'est qu'on a vraiment grandi à ça. Moi, je sais, quand est-ce que poussent les asperges sous nos latitudes et je sais quand elles viennent du Pérou, il y a pas besoin d'étiquette. Donc voilà, c'est vraiment, la saison, comment ça a poussé et puis, bah, les parents quand c'était pas dans leur potager, c'était forcément soit avec, du troc, ils faisaient beaucoup de troc avec, les gens dans le village et puis on vivait pas dans un vieux village de Gaulois, hein, c'était pas si retiré que ça, mais c'était vraiment, le même encore, hein, quand je vais les voir, ceux qui ont des poires donnent des poires, ceux qui ont trop de raisins donnent les raisins. Ça fonctionne encore comme ça chez eux. Et donc, on était très, très sensibles à ça. Et puis, et je ne sais pas si c'est en lien ou pas, mais j'ai fait des études d'agroalimentaire. Donc, j'ai rencontré au travers de mes études, évidemment, tous les process des industriels de l'agroalimentaire. Alors, bah, en fait, c'était un peu de la curiosité aussi parce que j'ai toujours été très, très curieuse et donc ce qui était sympa, c'était de découvrir l'envers de ce décor-là, en fait, qu'il y a assez peu de personnes qui connaissent finalement. Donc ça, c'était super intéressant. Donc autant vous dire que déjà que j'avais pas ça dans mes gènes ou dans l'héritage parental. Alors là, encore moins quand on sait ce qu'il y a derrière. Donc d'ailleurs, je sais même pas, à vrai dire, à part par curiosité, je vois même pas comment j'ai atterri dans ce domaine-là parce que franchement, donc je n'y suis pas restée longtemps. Donc ça, les 2 faisant, les 2 combinés, ça m'a vraiment donné un lien à l'alimentation qui était très, pour le coup, dans le soin de soi. Parce que ça peut en faire partie. Je le dis là parce que c'est peut-être la seule chose que je faisais, de bien pour mon corps. Donc de bien, mais parfois pas non plus, hein, parce que c'est-à-dire quand je disais que, j'achetais pas la cuisiner et que je travaillais beaucoup, ben, j'étais capable d'emmener, 3 bananes, 2 pommes, des oranges au bureau et c'est tout ce que j'avais mangé de la journée. Alors oui, ce sont des aliments sains, mais c'est pas se nourrir sainement. Parce que ne manger que des fruits du matin au soir, voilà. D'ailleurs, j'ai eu une candidose intestinale. On peut imaginer, entre autres, que c'était une des raisons. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup conscience de ça. Alors, tu disais que j'avais partagé sur mes réseaux à une époque ça. Ben, en fait, je crois que ça faisait 1 an que je ne travaillais plus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu pourrais partager? Et là, je me suis dit, bah, le seul truc qui t'a toujours animé avec joie et que tu sais faire avec joie, c'est cuisiner. Et en fait, je me suis mise à partager, en effet, des photos de ce que je faisais et puis aussi des ateliers. J'ai donné des ateliers de cuisine végétale essentiellement. Hem, pas par, pas par, comment dire? Par utopie ou quoi sur le végétal. C'est juste que je trouve que bah, quand on sait cuisiner des choses différentes avec le végétal, autant les transmettre parce que c'est plus difficile, je trouve, de sublimer des légumes que sublimer ces plats traditionnels avec des protéines animales. Donc voilà. Mais en effet, ça suffit pas. Ça suffit pas et du coup, tu vas me corriger sur la timeline en même temps que l'alimentation ou après l'alimentation est arrivée aussi la porte de la spiritualité dont je parlais juste avant. Je sais que tu as eu des expériences de spiritualité, toxiques. Bon, je vais pas dire un peu, juste des Mmh. expériences de spiritualité toxiques parce que, pas du tout ancrées, je vais le dire comme ça, dans la matière et pas formées à ce qu'on sait aujourd'hui sur le trauma. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, de ces expériences, ces 1res expériences que tu as eues? Ouais.
Bah, alors en effet, c'est déjà arrivé dans un moment où j'étais ultra vulnérable puisque, c'est arrivé après le burn-out. Bah, avant j'avais pas le temps évidemment. Donc bah, là, j'ai cherché en effet à une activité où je vais pas raconter comment c'est arrivé ici parce qu'il faudrait que je cite des noms et je vais pas en citer. Donc j'ai découvert le yoga Kundalini en fait à cette époque-là et je me souviens que j'avais adoré parce que, on chantait des mantras. Et puis, bah, maintenant que j'ai un peu plus de connaissances avec le nerf vague et puis toutes les pratiques que tu proposes, je comprends ô combien chanter des mantras me faisait du bien à l'époque. Hem, D'ailleurs, il y avait une thérapeute ou une scientifique en neurosciences qui m'avait aussi donné une explication par rapport, au chant et à la résonance pour pas stopper, mais en tout cas pour essayer de ralentir les ruminations et c'était extrêmement efficace. Donc j'invite quiconque qui nous écoute à essayer. Moi, avant ça, j'écoutais pas du tout de musique, jamais. J'adorais le silence et j'étais très comme comme j'étais, dans le pigement fonctionnel, j'étais aussi, hypersensible au bruit et donc la musique, c'était, pour moi, la musique, c'était même pas une distraction, c'était du bruit. Donc ça me dérangeait. Donc je ne pouvais pas travailler en musique, je refusais au bureau et puis même à la maison, je jamais il y avait de musique et j'ai découvert ça, le bien que ça pouvait me faire avec le yoga Kundalini et le chant des mantras. Donc ça, c'est le premier point qui était bon, on n'est pas encore au toxique, ça c'était plutôt positif. Et puis en fait, oui, la toxicité qu'il y a eu là-dedans, hem, c'est qu'en effet, j'étais dans un moment de ma vie extrêmement vulnérable, mais aussi physiquement très diminuée, très, très, très diminuée. Je pouvais pas faire grand-chose et je me forçais, par exemple, à aller aux cours de yoga pour me dire que je sortais parce que j'étais dans un espèce de puis ça, c'était quelques mois après la sortie de route, hein, parce que ça il m'a fallu déjà quelques mois de repos. Hem Et en fait, oui, là où je dis que c'était pas juste dans les conseils des personnes qui m'ont, entourée à ce moment-là, c'est que, on m'a rapidement, invitée à rejoindre un stage ou une formation en fait qui s'appelle un Teacher Training Level 1 de Kundalini. Donc je sais plus combien ça fait d'heures, mais c'est énorme, énorme. Puis moi je disais: «Mais c'est un peu beaucoup», en plus je voulais pas être prof, donc je disais: «Mais c'est beaucoup». «Oui, mais tu verras pour ta transformation personnelle, c'est absolument fabuleux, les résultats sont fous, bla bla bla». OK, et en fait je me rends compte avec du recul que j'étais même pas capable à l'époque de juger de ce qui était bon pour moi. Et ça, c'est un aveu qui est pas facile. Alors maintenant, j'ai le recul, donc OK. Mais j'ai fait beaucoup de faux pas de cet ordre-là parce que, bah, il y avait plus de discernement, en fait. Et puis, il y a encore remettre à l'extérieur la décision et ce qui est de moins en moins le cas dans ma vie. Et donc, bah, j'ai suivi cette idée de cette prof de yoga qui me proposait de les rejoindre à ce teacher training de, Kundalini. Et en fait, ça s'est très mal passé. Donc il y avait plusieurs stages en présentiel au-delà de toutes les heures, les pratiques personnelles et cetera. Bah, en fait, si le burn-out avait été comment on dit ça? Un tremblement de terre, bah, en fait, pendant que j'étais là-bas, je vivais des répliques. Les répliques de cette vibration qui allait pas quoi, en fait, de cette énergie qui était encore là. Et donc c'était terrible. Je pleurais beaucoup. Ça me rappelle en le disant, ça me rappelle ton histoire quand toi, tu es allée aussi, au Yoga Institute, en Inde. Hem, Bah, en fait, c'était trop. C'était de nouveau trop. Alors c'était trop parce qu'il y avait trop de monde, c'était trop parce qu'il y avait trop d'heures de travail, en fait, de physique. Trop parce que c'était trop intense, parce qu'il y avait trop de bruit. Tout était trop. Ça s'appelle comment ça déjà? Je me souviens plus. Du trauma un peu, non? Donc en fait, je revisitais le trop dans un espace qui devait être normalement m'apporter, enfin le normalement, il veut plus rien dire là, mais qui devait apporter, de la guérison, de la transformation et cetera. C'était complètement l'opposé, mais pour la simple raison que ce n'était pas adapté à moi à ce moment-là.
quelqu'un de d'informé trauma ou de formé trauma à cette époque-là m'aurait dit: «Dors, dors, dors, mange des bons fruits et légumes, des jus, reminéralise-toi, de l'eau de Quinton». Je suis pas naturopathe, mais bon, un peu de bon sens et puis, va marcher quand il fait beau et que tu as, 10 minutes d'énergie devant toi, quoi. Mais m'enfermer, enfin, c'était même pas m'enfermer parce qu'en plus on campait. Donc tout était terrible, en fait. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme si vous avez plus aucune énergie et qu'on vous envoie dans un camp de survie. Et donc Mmh. j'ai revécu de la survie. Ouais et souvent c'est emballé dans, «Mais non, il faut continuer et c'est le chemin» et Ouais, et ouais. puis alors là, je passe, la sadhana à 5 heures du matin alors que moi j'avais juste besoin de dormir. Voilà, je passe, se baigner dans l'eau froide, l'ishnan. Mais moi, j'étais tellement, tellement, tellement dans un niveau de cortisol tellement élevé que juste reminder ici, c'est pas bon pour tout le monde à toute étape de la vie, le bain froid. Et pas bon pour tout le monde d'ailleurs, quel qu'il soit. Il y a des choses, des effets de mode sur certains trucs. Il y a aussi des pratiques qui se font dans certains enseignements ancestraux, le yoga par exemple. Mais il faut ramener ça dans le contexte aussi. Dans le contexte de personnes qui n'ont pas cette fragilité ou cette fatigue ultime de burn-out, parce que je pense pas qu'en Inde, ils fassent des burn-out de yoga, les vrais yogis, quoi. Mais évidemment, si vous appliquez des enseignements ancestraux à une période qui n'a plus du tout de rapport et à des contextes qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire une personne qui pourrait peut-être juste aller dans une maison de repos, se reposer et marcher pour juste faire un peu de mouvement, ça avait de nouveau pas de sens. On avance un petit peu dans le temps, du coup. Après, il y a eu voilà, le cancer, du coup, et tout ce que tu as commencé à mettre en place sur toi. Il y a eu toute une période de traitement, bien sûr. Euh, et t'es venu à moi. Quelle session de Rise t'as fait? Mars. Mars. Ok, voilà. Et t'es venu à Rise avec, je me souviens, tu m'as envoyé un message, t'étais voilà, pas super sûre et tout ça, mais en tout cas, le désir, c'était, je veux prendre soin de moi, j'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le programme, il est adapté? Est-ce que tu veux nous en dire plus déjà juste sur ce point de je veux prendre soin de moi et j'y arrive pas? Ouais. Typique du figement. On décrit déjà le figement dans la question, mais tu vas nous en dire plus. Oui, ben, en fait, bon, faut quand même rappeler que j'étais en plein traitement. Donc, c'était un engagement qui était pas rien. Parce que, bah, OK, c'était pas insurmontable, mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne savait pas prendre soin d'elle, rentrer dans un programme, ça demandait un investissement de temps et donc d'énergie qui était pas rien. J'en avais, mais de l'énergie, j'étais pas sûre, déjà. Oui, je suis arrivée avec un doute sur, enfin, la problématique, c'était de prendre soin de moi. Oui, parce qu'en fait, quand il y a eu le deuxième wake-up call ou l'ultime du cancer, en fait, je me suis dit, mais waouh, ça fait 2 ans que je ne travaille plus parce que j'étais arrêtée pour burn-out, donc je ne travaillais pas. Et au bout de 2 ans, ben, évidemment, un cancer, ça se développe pas en 2 ans, donc il était sans doute là. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces sujets-là, mais ce que je veux dire, c'est que ben, malgré 2 ans de repos, mon corps, il était loin d'être mis puisque j'étais reface à quelque chose de grave et de mortel. Donc, je me suis dit, si tu te fais pas aider là-dessus, comment tu arriverais à faire différemment? Comme on disait avec, en préambule avec cette citation d'Albert Einstein. Comment tu arriveras à faire différemment si t'es pas aidé? Tout seul, toute seule, tu n'y arriveras pas. Enfin, les livres, à un moment, ça suffit pas. Hein. C'est pas, enfin, pour moi en tout cas, à un moment, il faut aller dans l'expérientiel et c'est ça que je cherchais en fait aussi. Et donc, oui, j'ai jamais réussi à prendre soin de mon corps. C'est pas quelque chose qui a été modelé dans le schéma familial déjà par mes parents.
Et puis comme j'étais coupée de mes émotions et de mes sensations et de mon corps, ben, c'était encore assez difficile, quoi. Donc voilà, j'y arrivais pas et puis je me disais, ben, peut-être qu'avec tout ce que j'écoutais de ton podcast, parce qu'avant de rentrer dans le programme, j'ai écouté tous les ça faisait un moment que je t'écoutais, j'ai écouté tous les épisodes et tout sonnait tellement juste que je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui a à voir entre j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui avait à voir sans rentrer encore dans le détail, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui avait à voir, pardon, entre le fait que je ne puisse pas prendre soin de moi et la dérégulation de mon système nerveux. C'est tout ce que j'en savais à l'époque. Mais je commençais à faire le lien entre les deux. Et en fait, c'était tellement viscéral, c'est-à-dire que une, j'avais, en fait, je suis quelqu'un qui était très dans le mental et dans la compréhension. Donc oui, j'allais vers une naturopathe. Oui, ça faisait sens qu'elle me disait de prendre. Oui, je commandais les produits. J'étais arrivée à toi avec cette explication-là. Oui, j'ai vu des naturopathes. J'ai cherché la meilleure. J'ai patienté pour avoir le rendez-vous. J'ai dépensé un peu d'argent pour ça. Elle m'a fait commander des produits. Je trouvais ça pertinent. Je les ai commandés, mais je les prends pas. Et ça, une fois, deux fois, trois fois. C'est pas possible. Pourquoi je les prends pas? Et donc, à un moment, je me disais, mais c'est ailleurs. C'était comme s'il y avait une force, mais sur laquelle j'arrivais pas à poser de mots et de noms et aucune compréhension pour dire comment je peux avoir envie, besoin, avoir, ouais, été au bout de ça et pas réussir à prendre ce que j'ai décidé de prendre pour me faire du bien. Donc, j'étais arrivée avec ça. Ouais, je me souviens que tu m'avais dit ça. Ouais et tu es venue avec ça et je me souviens que voilà, tu as hésité, tu étais pas sûre que ce soit pour toi. Il y avait aussi, l'histoire des formats de groupe et je pense que c'est important aussi ça, Mmh. ce point-là pour les personnes qui nous écoutent. Finalement, je me souviens, tu m'as dit: «Je te fais confiance» et donc du coup, c'était quoi ton expérience, justement, du groupe? Ça m'intéresse. Parce que je jusqu'ici, on n'a pas trop parlé d'ailleurs de relations, on a plutôt parlé du voyage du héros solitaire là, pour le moment. Ouais. Heu, C'était quoi ton expérience du groupe? Alors en fait, j'arrivais pas à expliquer pourquoi, enfin un peu, mais je voulais travailler avec toi, mais ces séances de groupe, ça ne m'intéressait pas. Donc j'avais essayé de voir comment on pouvait faire et puis non, il y avait pas plus de disponibilité pour toi pour plus de séances individuelles que celles prévues au programme et donc oui, je t'ai dit: «Je te fais confiance» parce que c'était la seule façon de travailler avec toi. Donc j'ai dit: «Ben, on verra bien, je veux» malgré, tout toutes mes réticences en effet au format de groupe ce n'est pas que du groupe Rise, mais il y a une partie comme ça. Tout résonnait tellement qu'en effet, je me suis dit: «Ben, on y va quand même et puis on verra» et au fil des séances de groupe, j'étais mais de plus en plus inconfortable. Au point que on a dû avoir enfin, je t'ai envoyé un mail un jour pour te dire que ça allait pas du tout, les séances de groupe et que toi, tu m'as proposé d'arrêter. Alors je salue ici ton intégrité et vraiment, ton éthique et tes valeurs parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui, seraient prêtes à dire et ton humilité aussi, de dire: «Ben, si ça te convient pas, c'est OK, on s'arrête là et je te rembourse, la fin de ton programme, enfin ce que tu as pas utilisé du programme». Je tiens vraiment à le dire parce que je enfin, il y a plein de programmes que j'ai pas fait jusqu'au bout, on m'a jamais proposé de les rembourser. Donc voilà. Bon, ça à part, même si c'est important de le souligner, hem, avec mon fonctionnement d'avant, j'aurais pris une décision sous l'impulsion, j'aurais dit: «J'arrête» et en fait, je me suis donné du temps et plutôt que de réagir et d'agir comme ça, dans l'urgence, j'ai choisi de me donner du temps. Je commençais à voir, en fait, ce qui se jouait ici, qui est un schéma familial, en fait, qu'on n'a pas beaucoup sur lequel on n'a pas échangé, je crois, toi et moi. Hem On est une fratrie de 4 sœurs, assez rapprochées et en fait, je crois qu'on a assez peu été considérées individuellement et c'est immédiatement ce que j'ai vu, en fait, de ce qui se jouait. Et je me disais: «Mais moi, j'aimerais avoir l'attention de quelqu'un, de Camille, mais de one to one, quoi».
Donc il y avait de ça, il y avait beaucoup de ça. Et puis, ben, plutôt que il y avait d'autres choses qui se jouaient, de l'ordre, ma guérison est plus importante que celle des autres. C'est assez dur de le dire ici, mais c'est OK. Hem, Ouais, il y a une, moi je veux saluer ça, une part de toi qui voulait avancer en fait, mmh, qui avait peut-être du mal à, tu vois, écouter les autres et cetera, parce qu'il y a ça dans les séances de groupe, enfin voilà. Il y a une part de toi, peut-être un peu impatiente ou qui dit: «Je veux avancer, je veux souligner ça», parce qu'il y a tellement de personnes qui ont ça et en même temps, c'est les mêmes parts de nous qui nous amènent à ce travail-là, donc elles sont trop belles. Mmh, mmh. mmh. Oui et puis finalement, je me suis dit, bah, plutôt que fuir comme tu as souvent fait quand tu t'es retrouvé face à des situations inconfortables, prends ça comme du matériel et vois ce que tu peux faire de ces activations, en fait. Regarde ce qui t'active. Bon, toi, tu m'avais déjà, quand on a choisi ensemble de continuer, tu m'as dit: «Mais titre, tu y vas, tu viens, tu écoutes seulement?» ou et en fait, c'est ce que j'ai fait à un moment. Je venais, j'écoutais, mais je faisais pas les exercices ou pas les introspections, c'était trop, en fait. Donc et c'était pas les histoires des autres qui étaient trop, mais c'est que j'étais tellement activée par l'impatience et par l'envie d'avancer, et cetera, que ça m'activait. Donc, j'ai tenu bon, dans le sens où, bah, je me suis donné du temps et je me suis dit: «Ben, OK, ben, si ça t'intéresse pas ce que l'autre personne a à dire ou si ça va pas assez vite, ben, tu réécouteras ou voilà. Je me suis donné du temps et j'ai essayé de gérer cette part impatiente, en fait. De l'écouter, mais aussi de lui dire: «Bon, c'est bon». Là-dedans, il y a aussi une part de perfectionnisme dans la guérison ou pas de perfectionnisme, mais de performance, pardon, dans la guérison. Je l'ai Et vu. et c'était ma prochaine question. Ça, du coup, il y a eu, voilà, plein de hauts, plein de bas sur ce chemin. C'est le chemin du héros aussi, celui-là, hein, les alliés, les obstacles, les ennemis. Il y a des obstacles qui sont des propres parts de nous, très souvent et moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent les plus grands obstacles. On les aime toutes, hein, nos parts de nous, mais voilà, toutes ces parts, impatientes qui peuvent perdre confiance. Hem Et donc oui, il y a eu il y a eu ce moment où voilà, tu m'as dit: «Ah, est-ce qu'on arrête? Nin nin». Il y avait beaucoup de doutes. Comment c'était pour toi un petit peu justement ces hauts et ces bas? Là, tu parlais de perfectionnisme, de performance dans la guérison. Tu peux nous en parler un peu de ça? Parce que je le vois chez tellement de personnes, ça m'intéresse. Ouais, c'est pas facile à exprimer parce que Non. on se dit: «Mais attends, elle a vécu un burn-out, un cancer du sein et elle arrive encore à se mettre la pression pour, guérir». Là, je c'est les gens qui écoutent, ils doivent se dire: «Mais elle a toujours pas compris. Elle a toujours pas compris qu'il faut qu'elle se foute la paix la dame». Bah, en fait, ouais, ça c'est assez ultime d'avouer ça, en fait, hein, de le voir et de l'avouer, de l'accepter. Donc ben, en fait, il y a des moments où vraiment j'ai fait le choix, à des moments, de me foutre la paix. Donc je venais aux séances, mais je pratiquais moins, j'observais moins. Heu, je me suis vraiment accordé des moments où, ben, vraiment ouais, clairement me foutre la paix. Parce que c'est intéressant, hein, de l'observer, ce schéma et ce fonctionnement de la performance, même dans la guérison. Et ça, c'est vraiment, quelque chose d'assez critique après toutes ces étapes. Et puis à un moment dans le programme aussi, hem, j'ai vu que j'avais atteint mes limites, en fait. Mes limites ou ma capacité dans ton jargon, dans le jargon de la régulation. C'est-à-dire que, je crois qu'il faut pas perdre de vue que Arise et ton podcast, c'est tellement riche, certes précieux, mais tellement riche, tellement dense. Parce que s'il y a quelqu'un qui a une grande capacité de compréhension, d'analyse, de transmission, c'est Camille. Mais des personnes qui sont en face et qui doivent processer leur guérison au milieu de ça,
Ben, le rythme du podcast, ça peut pas vraiment être le rythme de la guérison, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc oui, il faut respecter cette, capacité, dans ça aussi, dans l'introspection et dans la guérison. Donc il y a eu des moments où j'ai eu besoin de digérer, d'infuser et vraiment, de voir les progrès aussi. Parce que aller vers ce travail intensément, pendant Rise, ces 4 mois, hem, ça peut être intense et donc je pense que bon, il y a des semaines, off ou des semaines, je sais plus comment tu les appelles, hem, mais moi j'étais tellement dérégulée qu'à un moment j'avais besoin d'expérimenter du ventral. Heu, oui, bon, les personnes qui nous écoutent savent, expérimenter de la régulation pour, pouvoir accéder à autre chose, en fait et à aller plus loin dans les introspections et dans les compréhensions. Parce que quand on a vécu, toute sa vie dérégulée, ben, il y a un moment, on est perdu, quoi et donc voir un peu, toucher un peu à du ventral, c'est super précieux et c'est comme s'il y a des moments où j'avais besoin de savourer, en fait et puis aussi de récolter les fruits parce que mais c'est un peu comme, moi je dis que je t'ai jamais partagé ça, mais parfois je partage que, heu, j'ai vécu comme moi je trouve qu'on est tous un peu des des fermiers quoi, des agriculteurs. On cultive notre propre terre. Et moi, j'aime à dire que j'ai vécu, même si c'est pas cool, mais je dis que j'ai vécu en format culture intensive pendant 20 ans et que désormais, je vis sous un régime de permaculture. Et donc, dans la permaculture, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'imagine ça dit quelque chose. Ben, c'est cette terre qu'on respecte, qu'on fait se reposer, et puis on respecte les saisons, tout ce que j'avais pas fait avant en fait, des temps de repos. Donc s'accorder ça, même dans un programme qui dure 4 mois, on peut peut-être se dire: «Ben, on se reposera après ou on verra après». Ben non, s'il y a un moment où il y a besoin et ça tu insistes beaucoup sur ça pendant le programme, heu et puis comme on fait beaucoup de travail sur, l'identification et la recherche de nos ressources, à un moment j'avais aussi besoin de les expérimenter et puis, de ben, je crois que je vais le dire là, en fait. Ce qui est important, ce qu'il faut savoir dans Eurice, c'est qu'on y a accès à vie, mais c'est pas accès à vie comme les autres programmes. C'est accès à vie dans, on peut revenir aux séances de groupe. Camille travaille tellement à l'amélioration, et à apporter plus de contenu à chaque, session, que, il y a des nouvelles choses. Moi, en ce moment, je refais toutes les séances de groupe. On va croire que j'aime le groupe maintenant. Mais c'est vrai, je suis beaucoup plus à l'aise dans le groupe maintenant parce que j'ai des ressources, parce que, j'ai accès à mon ventral, je me régule avant de venir, je me ressource. Donc je ne vis plus du tout le groupe comme je l'ai vécu à la première cohorte, en fait et avoir accès à ça, je me rends compte, je j'accède à d'autres couches, dans une autre profondeur d'introspection, dans d'autres échanges avec les personnes qui sont en face de moi. Et je dirais peut-être le plus précieux, c'est que je vois l'évolution. Et ça, c'est tellement réconfortant. Et puis à la fois, bah oui, c'est quand même beau de voir les résultats. Même si résultat, j'aime pas trop ce mot dans la guérison, mais oui, c'est beau de voir l'évolution. Donc, ben, je sais que quand on accède à un certain module, ben, que j'ai déjà vu à la première cohorte à laquelle j'ai participé, je suis pas la même. Et ça, c'est génial. Et donc, oui, on a accès à ça. Et j'ai hâte des prochaines, j'ai hâte de toutes en fait. Parce que ben, j'approfondis, j'ai plus de compréhension, j'ai plus de facilité à en parler autour de moi pour un peu que ça devienne quelque chose aussi que, je sais pas, mais j'aime tellement ce travail que peut-être que je viendrai aussi un jour à transmettre ce genre de choses, ou en tout cas j'en parle beaucoup autour de moi. Et,
et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on a aussi un coaching de groupe chaque mois avec, les participants précédents, ce que Camille appelle Arise Alumni, et ça, c'est hyper précieux aussi. Oh, maintenant, j'adore le groupe. T'adores vraiment le groupe maintenant. Et c'est un élément, je veux souligner ce que tu dis là parce que il y a tellement de traumas qui se sont passés en relation. Mmh. Quand tu parles de tous les schémas familiaux et tout ça. Et donc c'est en relation qu'on va les guérir, en fait. Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté à des moments sur le groupe aussi avec toi, où il y a d'autres personnes qui ont ces résistances-là. Et c'est pour ça que j'essaye d'en parler là dernièrement aussi de plus en plus parce que moi aussi je l'expérimente, le groupe, dans voilà, d'autres formations, tu sais, et je le trouve tellement puissant, le groupe, tellement, tellement puissant. Et, et la deuxième chose que tu disais aussi, que je voulais souligner, que tu as dit un petit peu avant, il y a plein de moments de guérison qui se passent en dehors du programme. Et tu disais: Je devais expérimenter le ventral, voilà, mes ressources. À un moment donné, il faut récolter les fruits, hein, que ce soit en permaculture ou dans n'importe quelle culture, à un moment, il faut récolter les fruits. Et ouais, c'est hyper, hyper, important ça. Et moi-même, je l'ai vu dans mon propre chemin de guérison. Je sais qu'on se ressemble beaucoup dans plein de choses. Hem, Plein de moments où j'ai dû dire: «OK, là, après, je m'éloigne intentionnellement». Parce que là, je sens que j'en ai besoin. Et donc je veux donner aussi cette autorisation, si vous êtes sur ce chemin de guérison, puis que vous nous écoutez et que vous sentez qu'il y a des moments, OK, j'ai besoin de m'éloigner intentionnellement, mais ça veut pas dire que je reste pas engagée sur mon chemin de guérison. Et je pense que c'est ça le vraiment la clé à réconcilier. C'est pas je jette l'éponge dans ces moments-là, c'est je m'éloigne intentionnellement parce que je vais m'autoriser à voilà, vivre sans arrière-pensée et tout ça, tous ces petits moments de vie dans lesquels il y a tellement de guérison. Mmh. Mmh. Oui, et puis j'ajoute juste quelque chose ici, ça je le dis souvent aussi, hem, guérir seul chez soi dans son canapé, parce que moi je me suis beaucoup isolée, beaucoup enfermée, c'est pas de la guérison. Et ça, je l'ai cru longtemps. Parce que moi, j'ai souvent pensé que je pouvais vivre seule, que j'étais bien toute seule, et là, maintenant que j'ai récupéré de la régulation et de la capacité, ben, je me rends compte ô combien, hem, ben, je peux parfois être en manque de lien. Alors ça a été terrible, par exemple, ce week-end, j'ai vécu des grands moments de tristesse, mais ben, tant mieux de voir que pour le coup, en ayant retrouvé de la capacité et de la régulation, j'ai de nouveau accès à ça et avoir besoin de me nourrir et d'entretenir ces liens-là. Et en fait, tu le dis souvent, on est des animaux, mais avec du lien social, en fait. Et moi, ça, j'avais complètement zappé ça. Évidemment, en figement fonctionnel, évidemment. Et ben, de l'entendre au travers du programme et puis de l'expérimenter quand dans le groupe, même si c'est à travers les écrans, on se voit dans d'autres, on se rencontre aussi dans d'autres stages ou pas. C'est une petite sphère. Ouais, ça fait du bien. Et en effet, guérir seul dans son canapé, c'est pas de la guérison, c'est de l'introspection, mais c'est pas de la guérison. Maintenant, je l'ai compris. Mais il y a quelque temps qui est encore récent, hein, je dirais l'année dernière, j'en étais encore là. Et c'est sans doute ce dont j'avais besoin aussi. Mmh. Mmh. Tu parlais, Patricia, du perfectionnisme et puis de la performance dans la guérison. Je me souviens qu'il y a une part de toi avec laquelle tu as beaucoup travaillé, qui est la critique intérieure, qui était une critique intérieure, très virulente, voire, violente par moments, et elle a pris, même toute la place à certains moments. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience avec cette part de toi? Il y a tout un épisode de podcast aussi de Pas de soucis sur la critique intérieure, et c'est une part de nous qu'on rencontre juste tous et toutes sur notre chemin, qui prend plus ou moins de place. Comment c'était pour toi? Comment c'était avant? Comment c'était maintenant? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors ça, c'est pas un sujet, facile, mais j'accepte, le challenge d'y répondre et de me dévoiler un peu ici parce que c'est presque le plus intime je crois, de ce que je vais partager. Hem, Bah, déjà, ce que je vais dire, c'est que j'en avais pas conscience, et ça, c'est pas rien de le dire parce que, heu, j'en avais pas conscience.
elle prenait tellement de place que je pensais que c'était la vie, quoi. C'était comme ça et que c'était, comme ça que j'étais faite ou comme ça que tout le monde était fait d'ailleurs. Parce que vraiment, je pensais que tout le monde était fait de comme ça et comme tu dis, ben, comme tu l'expliques au travers du podcast, c'était vraiment, elle qui prenait le bus, quoi, qui prenait le volant du bus et qui conduisait le bus et qui conduisait tout le temps. Donc c'était pas de temps en temps, c'était tout le temps. Donc quand on est, comme ça, sous emprise presque de sa critique intérieure, bah, c'est pas confortable. Puis ça l'est encore moins quand elle est violente. En effet, moi, j'étais en proie à de très, très grandes activations, à des crises, de colère et d'agressivité envers moi-même. Hem Et en fait, le point commun de tout ça, c'était toujours cette petite voix, cette critique intérieure qui jugeait que c'était pas assez bien ce que j'avais fait, qui jugeait que, hem, c'était complètement anodin, hein. C'était dans des scènes de vie très, 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 très simples. C'était tout le temps à la maison, c'est-à-dire jamais en public. Hem Et ça allait jusqu'à, des violences envers moi-même. On a parlé, dans une séance de groupe aujourd'hui de la colère et de ses manifestations. Hem Et il y avait dans la séance d'aujourd'hui, il y avait une question justement sur l'introspection, sur, alors je sais plus la phrase, mais comment ça pouvait être au pire quoi, en fait. Et là, j'ai répondu: «Ben, me détruire». Et en fait, c'était vraiment autodestructeur. Donc il y avait, beaucoup de violence physique envers moi-même. Je me souviens d'une séance de groupe où il y avait une personne qui avait pas compris, en fait, tellement c'était pas tu te souviens peut-être pas, mais j'étais venue dans un autre groupe parce qu'on peut changer de groupe si on a un problème d'agenda et puis, j'avais dû partager quelque chose, puis la personne, elle comprenait pas et bah, oui, elle comprenait pas parce que oui, quand on est adulte, ça peut paraître, choquant, en fait, d'être violent envers soi-même. Moi, j'ai jamais été violente envers les autres, mais j'ai eu des gros accès de violence envers moi-même et encore récemment. Donc il y a eu toute une période où ça s'est complètement éloigné pendant que, pendant que je soignais le cancer, pendant que j'étais accompagnée dans les traitements. Parce que je pense que là, vraiment, mon système, il avait compris qu'il y avait une autre urgence et qu'on pouvait pas se battre sur tous les sujets en même temps. Donc là, comme il y avait, un danger de mort imminent, imminent dans le sens qu'il y avait cette maladie dans mon corps, bah, voilà, mon corps, il était focus sur tout ça et tant mieux d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demandait finalement. Et puis quand ça s'est atténué parce que, ben, les traitements se sont, enfin arrêtés ou en tout cas, éloignés et cetera, bah, il y a des choses qui sont revenues et ça, mon compagnon, par exemple, il comprend pas parce qu'il dit: «Mais ça allait mieux». Bah oui, ça allait mieux parce que mon système était occupé à autre chose. Alors ça revient différemment, mais oui, ça revient un peu. La violence moins. Ce que je vais dire ici, c'est que maintenant je la vois. Donc je vois cette part de moi et puis je vois, j'arrive à mettre de la conscience dessus, en fait. Et ça, c'est déjà un pas énorme parce que au début où je répondais à cette question, je disais que je croyais que enfin, je savais même pas, c'était pas une part de moi, c'était moi tout entier, quoi, en fait. Et donc, bah, réussir à faire la différence entre c'est une part de moi, mais c'est pas moi entièrement, bah, ça c'est merci le programme, merci Camille, parce que il y a qu'avec, ce genre de travail sur soi qu'on peut arriver à faire la distinction entre les 2. Et donc si ce n'est qu'une part de moi, ben, je peux lui demander de l'espace, je peux lui demander, de me faire de la place dans certains moments, je peux aller lui parler, donc ça, c'est tout le travail de l'IFS et en effet, c'est super important. Ouais, c'est super important ce travail avec les parts et moi je suis toujours, tu sais en anglais on dit in awe, genre
honorée et il y a toujours cette part de moi tellement waouh, tu vois? Face à mon propre système, face au système des personnes, voilà, que j'accompagne, qui viennent dans le ride, de voir toutes ces parts, enfin voilà, moi je trouve ça toujours magnifique. Hem, donc ça, les parts, c'est plus la psyché et puis pour revenir un petit peu au corps, ce que tu disais en début d'épisode là, je t'ai toujours entendu dire: «De toute façon, je sens pas mon corps». Et pendant plusieurs semaines, même peut-être voire plusieurs mois dans le programme, quand je te demandais: «Ah, c'est quoi les sensations?» de toute façon, moi, je sens pas mon corps. Donc à nouveau, ça m'intéresse. Comment c'était ça avant? Comment c'était maintenant? Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a eu entre les 2? Comment c'était le rapport au corps? On en a parlé de dans la vie de la Patricia d'avant et maintenant pour la Patricia sur ce chemin de guérison. Comment c'est le rapport au corps? Oui, je disais que je l'avais beaucoup maltraité avec des heures acharnées de travail et beaucoup de privation de sommeil. C'était les 2 points les plus, critiques. À cette époque-là, je ressentais même pas la fatigue. Je ressentais à peine les douleurs, donc oui, en effet, et je ressentais rien. Et pourtant, mon corps, il avait déjà crié. Il y avait eu des, des symptômes de fibromyalgie. Alors, ils n'avaient pas voulu mettre le nom dessus, parce que le diagnostic dessus, parce que c'était que des crises. Et finalement, c'était pas du tout ça. C'était surtout mon corps qui était fatigué, tout simplement. Mais je m'arrêtais une semaine et puis je reprenais le travail et puis je retournais. Mais quand je m'arrêtais pas, hein. J'étais dans mon lit avec l'ordinateur. Mais Hem, puis comme si j'avais pas entendu, en fait, il s'est mis à hurler avec le cancer. Moi, c'est comme ça. Pour moi, le cancer, c'était un messager. C'était un message de mon corps. C'était, finalement, rien d'autre. Et puis pendant les traitements, j'ai pu observer que je sentais dans mon corps et que je ressentais, parce que je ressentais la douleur. Je ressentais la douleur des effets secondaires, les inconforts liés au traitement. Et puis, bah, finalement, je me dis, si je suis capable de ressentir les signaux douloureux, ben, je dois être capable de sentir autre chose, en fait. Donc, petit à petit, je m'observe et puis je traque un petit peu, mais de façon plutôt, c'est plutôt un jeu, en fait. Je traque un peu l'agréable et puis je pose mon regard sur l'agréable. C'est-à-dire que chose que je faisais jamais avant. Bon, le breathwork m'a beaucoup aidé là-dedans. La respiration m'a beaucoup aidé parce que c'est un allié énorme pour moi. Et puis, quand je me disais que je ressentais pas, ben, d'ailleurs, quand je me suis lancée dans cette formation de breathwork, je me suis dit que ça allait m'aider pour ça, en fait. Il y a un moment, il faut trouver un chemin, en fait. Et comme le chemin, il n'est pas établi pour moi, il n'est pas câblé, ça, c'est une histoire que tu expliques bien mieux que moi, mais de neuroplasticité et puis de chemins neuronaux qui sont là ou pas. Mais moi, comme ceux-là, ils sont pas vraiment établis ou c'est un peu la jungle sur cela. Ben, on peut en prendre d'autres en attendant. Donc j'ai arrêté de me juger aussi parce qu'avant je le clamais, mais genre comme avec un panneau, comme tu disais quand tu posais ta question, c'est-à-dire ouais, t'es arrivé en disant de toute façon je ressens rien, comme si c'était ancré dans le marbre, écrit dans le marbre et que ça ne changerait jamais. Donc, Rise, ça m'a aussi apporté ça, c'est-à-dire de me dire qu'il n'y a rien qui est définitif. Et c'est vraiment, ça, c'est vraiment, j'allais dire thanks God, c'est vraiment, ou thanks Rise, c'est vraiment, il n'y a rien qui est définitif, quoi. Il n'y a rien qui est définitif. Notre corps est si bien fait qu'on a la capacité de recréer des circuits, de recréer des chemins dans la forêt ou dans la jungle pour arriver à ça. Donc maintenant, je pose vraiment mon attention sur ça. Des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, me sentir bien dans la chaleur de ma couette, par exemple, eh ben, je prends du temps à me sentir bien dans la chaleur de ma couette. Ça peut paraître assez, je sais pas, superficiel, ridicule ou ce que vous voulez. Ben moi, ça me fait du bien parce que, en effet, c'est quelque chose, j'avais pas accès à ça, quoi. Donc maintenant, je me dis que ben, je me focus sur l'agréable. Alors, ça n'empêche pas de sentir de l'inconfortable et le désagréable, mais j'ai la confiance aussi, c'est ça ce qu'apporte le programme. J'ai la confiance que ça va arriver et que je vais y arriver. Et quand on finalement ça c'est un gros travail, je ne sais pas si on va parler, de psyché, mais c'est un gros travail aussi sur les croyances limitantes. Parce que finalement, croire que je ressens rien, c'est qu'une croyance. J'ai tout le matériel qu'il faut dans mon corps, dans ma tête,
dans mon cerveau pour sentir. Donc après, c'est des dysfonctionnements, c'est des plugs qui se font pas au bon endroit, les synapses, etc., euh, les terminaisons nerveuses et tout ça. Mais ok, si j'ai la capacité d'avoir créé le chaos dans ma vie, j'ai la capacité de créer du beau et de créer de l'abondance dans ma vie. Si j'ai la capacité de voir la souffrance, j'ai la capacité de voir les sensations agréables. Et ça, avant, j'aurais été, waouh, c'est quoi ça? C'est ok, c'est assez binaire ou assez, ok, assez simpliste. Maintenant, je suis persuadée de tout ça. Et ça me fait du bien. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ce qui se passe très souvent quand on commence à sortir du figement d'ailleurs. Là, toi, tu disais, je sentais la douleur. Et quand on commence ce chemin de guérison, quand on défige un petit peu comme ça, je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais je vais le redire ici parce que c'est important, on peut commencer à sentir toutes ces sensations, oui, agréables et désagréables. Et c'est ça qui peut nous faire dire, alors toi, c'était un petit peu l'inverse, mais c'est ça qui peut nous faire dire aussi sur le chemin de guérison, oh mince, là, je ressentais pas, et puis je ressens de la douleur, tu vois, je sens que, ou dans mes viscères, dans mon estomac, oh, c'est pas agréable, ok. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça défige à cet endroit-là, dans les viscères, et ça, c'est hyper bon signe. Est-ce que tu disais aussi sur rien n'est définitif? Ça, c'est super important parce que c'est ça que nous fait perdre le trauma. Je me souviens d'une petite vidéo de Bessel van de Kolk qui a écrit Le corps n'oublie rien, qui est un des grands experts sur le trauma. Il expliquait en quoi c'est intéressant le yoga dans le trauma. Alors voilà, avec du somatic experiencing, etc. Il disait parce que dans le yoga, on va dans des positions inconfortables et on sait que ça va durer 5-6 respirations. Donc ça nous redonne cette perspective de oui, ça va être inconfortable, mais dans 10 secondes, c'est fini. Et le trauma, ça nous fait perdre ça. De aujourd'hui, c'est un jour un peu moins bien, mais demain, c'est un autre jour et ça va aller mieux. Et c'est ça qu'on perd. Et là, ce que tu dis, c'est que toi, ça, tu l'as récupéré. Ah ouais, complètement. Moi, avant, c'était la vie, il n'y avait pas de gris dans ma vie. C'était noir ou blanc, il n'y avait pas beaucoup de blanc. Et puis, tout était dramatique au point d'être définitif, quoi. Et ça a vraiment changé, vraiment. Ouais, c'est superbe. Tu as évoqué rapidement le breathwork et la respiration. J'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce que tu t'es formée en breathwork. Tu as dit c'était pour toi au début. Voilà, donc c'était pour toi. Est-ce que c'était aussi une démarche de commencer à rendre ce que tu as reçu? Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur ce passage dans lequel tu es toi en ce moment? Je sais que tu te formes beaucoup en breathwork, en psyché, c'est un peu le retour au village du héros là. Voilà, comment tu le vis, ce moment de continuation de la transformation et puis presque transmutation en fait, j'ai envie de dire? Ouais, merci pour cette question. Alors, c'était le deuxième moment d'émotion dans la lecture des questions. Parce que, en fait, je me rendais même pas compte de partager ma guérison aussi au travers de cette demande. Et j'en ai d'autres sur partager mon parcours. Donc, oui, le breathwork pour moi, en effet, c'était pour moi. C'était me reconnecter à mon corps, à mes émotions. Voilà, j'avais commencé à respirer avec toi. Et puis, euh, et puis je me suis inscrite à la formation de Live Breathwork vraiment avec l'intention de respirer régulièrement, beaucoup plus régulièrement, je dirais intensément, pas dans l'amplitude de la respiration, mais intensément dans la fréquence en fait des séances. Et j'étais pas du tout, mais très très loin de penser que j'allais devenir facilitatrice en breathwork. Je n'avais même pas compris que en m'inscrivant, je pouvais potentiellement devenir facilitatrice en breathwork. Moi, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Donc ça a fait évoluer en effet ma respiration et puis j'ai pris goût. Je l'ai partagé un petit peu autour de moi. Ça a été un soutien absolument formidable. J'ai été interviewée d'ailleurs récemment sur le sujet du breathwork et je dis que quand je respirais en plein milieu de la chimiothérapie, j'ai trouvé la paix au milieu du chaos. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une connexion grâce à mon souffle à l'intérieur de moi où j'étais en paix, alors qu'à l'extérieur, même à l'intérieur, c'était le chaos vraiment total quand on traverse ces traitements-là. Et prendre conscience de ça, c'est en fait prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur. Et cette fameuse phrase du développement
personnel que j'aime pas du tout et que je comprenais pas et que tout est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'extérieur? Tout est à l'intérieur de toi. Ok. Quand c'est écrit comme ça veut absolument rien dire et c'est un peu enfoncer le clou et puis ça fait pas de bien du tout parce qu'on se dit bah moi j'ai pas accès à ça et puis on me dit que tout est là et moi j'ai pas accès et voilà. Euh, je l'ai pas cherché comme le Graal, ce truc-là, parce que moi, ça me passait complètement au-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'y ai touché et j'y ai accès avec ma respiration. Et ça a été, pour moi, ça a été une réalisation et une expérience, en fait. Parce que les mots, c'est une chose, mais l'expérimenter dans son corps et trouver de la paix. Moi, ma respiration, c'est devenu un doudou. C'est-à-dire que tous les soirs, alors que le sommeil, ça a pu être un problème dans ma vie, tous les soirs, quand je me pose la tête sur l'oreiller, je suis heureuse d'une chose, c'est d'écouter mon souffle. Ça paraît hyper anodin, mais c'est devenu un doudou, ma respiration. Et ça, c'est hyper précieux. Euh, et puis, quand j'ai commencé à partager, ou même avant même que je sois facilitatrice, je me souviens, mon compagnon m'avait dit ah, maman, elle respire pas bien du tout, est-ce que tu pourrais l'aider? Donc voilà, c'est une personne qui a bientôt 80 ans et elle avait beaucoup de difficultés. Elle a toujours beaucoup de difficultés pour respirer. Alors, il était hors de question de lui faire une séance de breathwork, mais je me souviens de l'avoir eu sur Zoom, lui avoir préparé un Zoom, etc., et l'avoir invité à respirer avec moi. Et je lui ai juste fait prendre quelques inspirations, quelques expirations. J'avais mis un peu de musique, etc. Et au bout de 3 respirations, à bientôt 80 ans, elle m'a dit waouh, ça fait du bien. Je l'avais juste fait prendre conscience de sa respiration. Et là, je me suis dit, c'est quand même une porte incroyable d'expérimenter ça avec les autres et de le partager sans vendre des guérisons, des transformations, sans parler du breathwork des réseaux, mais avec beaucoup de respect de la capacité de chacun et puis du rythme de chacun, etc. Et oui, j'ai vraiment beaucoup de joie à faciliter, à ouvrir ces espaces et à faciliter les breathwork et, et je vais continuer. Et pour moi, je trouve ça très beau que tu sois arrivé au breathwork parce que ça boucle vraiment la boucle. Tu sais, le voyage du héros, c'est un cercle, c'est un cercle qui se ferme et une boucle. Et puis en plus, dans le breathwork, on respire en boucle. Mais il y a aussi, je me souviens au début, tu te souviens, tu venais à des séances et tu me disais, je viens, mais je respire pas. Comme la naturopathe où t'étais allée et tout ça, t'avais acheté les compléments puis tu les avais pas pris. Donc je trouve ça vraiment tellement beau que un de tes endroits, je vais utiliser le terme auto-sabotage parce que tout le monde le comprend, mais d'autoprotection, ce soit devenu un de tes endroits de partage là maintenant. Mm. Oui, ça c'est fabuleux, c'est vrai. Et j'ai été plein de séances où je respirais pas, où j'écoutais, mais déjà s'allonger 1 heure ou même plus, 1 heure et quart, 1 heure et demie, écouter le facilitateur, être là en présence, porter son attention sur sa respiration, même si on n'en change pas son amplitude ou qu'on. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent respirer avec moi et pour leur capacité. Parce que même dans le breathwork, j'ai aussi rencontré des choses pas cool de certains facilitateurs, facilitatrices, qui sont pas informés trauma, qui disent l'être mais qui ne le sont pas. Et il y a des choses qu'on entend dans certains breathwork qui, pour moi, ont été retraumatisants aussi. C'est-à-dire qu'il y a les mots sont importants. Ils peuvent pas tout le temps résonner dans tous les breathwork pour tout le monde, mais il n'y a pas de jugement à avoir sur la respiration des gens qu'on facilite et des gens qu'on regarde respirer. Il n'y a pas de jugement. C'est en psyché, on dit zoom attack. Ça voudra rien dire à personne à part toi, Camille. Mais c'est la neutralité, c'est le non-jugement, mais le non-jugement vraiment puissant d'accompagner quelqu'un, de l'observer et de l'accompagner. Et c'est pas de la bienveillance de bisounours. C'est pas pour ça qu'on va pas transformer. C'est pas pour ça qu'on va pas guérir. Mais je l'ai vécu au travers du yoga. On ne guérit pas sur un système nerveux dérégulé et on ne guérit pas dans la force. Il n'y a pas de, il y a pas de guérison durable et il n'y a pas de transformation durable dans le catharsisme ou dans le
l'explosion d'émotions, etc. Oui, ça peut libérer des choses, mais il y a pas, à mon sens, il n'y a pas de guérison durable. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, ouais, j'ai à cœur de partager ça maintenant et puis de vraiment respecter le rythme de chacun. Moi, je suis venue en séance, je m'endormais. Moi, je suis venue en séance, je respirais peu ou pas. Mais si je venais respirer et revenais respirer à nouveau, mais il y avait déjà un process là-dedans de venir. Et en fait, il y a des facilitateurs qui ne voient que la respiration par on gonfle l'abdomen, on gonfle jusqu'en haut des clavicules et on reprend une inspiration, etc., etc. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a venir, il y a l'engagement qu'on a envers soi-même, il y a se montrer vulnérable parce qu'on est allongé et qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est tellement plus qu'une simple respiration, même s'il y a tellement de choses au travers de cette respiration, mais il y a tellement de choses autour. Et donc, moi, ça m'arrive de voir des personnes que je fais respirer qui respirent d'une façon qui n'est pas celle dans la technique totale du breathwork. Et alors, no judgment, pas de jugement. Et puis, déjà, cette personne, elle se donne du temps. Peut-être que c'est déjà quelque chose qu'elle ne fait pas dans la vie, voilà. Moi, j'ai des personnes qui viennent en me disant juste penser à me voir ou regarder ma respiration ou observer ma respiration, je suis déjà en crise d'angoisse. Et elles arrivent à s'allonger et à faire un breathwork pendant 1 heure. C'est formidable. Donc, je crois qu'il faut à cet endroit-là, c'est vraiment la posture en fait. Et c'est vraiment important de donner de la confiance aux gens aussi et puis de les accompagner en toute humilité. Ouais, je pense que j'avais dû te le dire, c'est pas grave, continue à venir, même si tu respires pas. Parce qu'effectivement, c'est tout ce que tu dis, c'est tout ce qu'il y a autour aussi, et c'est toute la démarche. Tu as évoqué Psyché très rapidement là, en 2 mots. Est-ce que tu veux dire un mot sur la méthode Psyché? Je sais que tu la pratiques aussi. Est-ce que tu as obtenu des résultats? Bah, Psyché, j'ai découvert avec toi. Merci Camille, c'était au travers de séances individuelles dans le programme où tu m'avais proposé ça. J'ai immédiatement été hyper réceptive, selon tes mots, parce que moi, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. C'était c'était assez fun, mais à la fois assez surprenant, je vais dire. C'est fun et surprenant. Mais j'ai immédiatement adoré. Et puis, je me suis non, pas forcément rapidement, mais quelques semaines, mois après, je me suis inscrite à plusieurs ateliers. Donc j'en ai fait 2 de façon assez rapprochée. Et puis j'ai continué à pratiquer pour moi. Donc pour ceux ou celles qui connaissent pas, en fait, c'est un travail sur les croyances limitantes. Et on vient donc transformer les croyances limitantes en, en affirmations qui vont servir notre, notre potentiel, en fait. Et le décupler, je dirais. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est extrêmement puissant et c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement fun. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup d'intérêt aussi dans tout ce sens-là parce que c'est pas quelque chose de très lourd ou d'une grande procédure ou voilà, c'est vraiment simple. Donc les résultats, oui, j'ai le sourire en disant ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez, on va dire, anecdotiques, mais c'est dans ça qu'on sent. Je vais pas aller trop loin en parlant de des choses assez. Ouais, il y a des choses. Pour moi, ça a été bouleversant. Ces 2 ateliers, ça a été vraiment bouleversant dans le bon sens. Hein, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Et mais pour les choses un petit peu plus pas anodines parce que c'est super important, mais perceptibles, ben j'ai guéri un ongle incarné. Alors ça peut paraître dingue, mais en fait, bah ça c'est dans le soin du corps aussi. L'ongle incarné, la signification, c'est contraindre, c'est pas accepter des choses, pas accepter la transformation. Il y a des significations dans tous nos mots. MAUX. Et donc, j'ai guéri d'un ongle incarné pratiquement en un claquement de doigts, ou à peu près, en 3 équilibrations, 3 le même jour. Je souffrais de ça depuis 2 ans, et d'autant plus avec les traitements, et guéri, mais guéri. Donc, mon ongle, moi, j'aime pas trop détailler ça, mais en fait, mon ongle, il a repris une forme, il s'est
complètement redressé, mais en quelques jours, à l'extérieur, comme un ongle normal. Donc, on est passé de la petite pince de crabe à un ongle tout beau, tout normal. Vive les nu-pieds l'été prochain. Ensuite, il y a eu beaucoup de manifestations. Alors, ouais, quand on parle tous ces programmes de manifestations et tout ça, alors ça, c'est pour moi, c'est du bypass, ou je sais pas comment on dit, spirituel ou quoi, mais Psyché, c'est bien plus puissant que ça. Moi, j'ai eu des réalisations folles, c'est-à-dire que je suis sortie de mes équilibrations, de ces ateliers, etc. Et j'avais plein de demandes. J'ai eu ta demande de podcast, j'ai eu une demande d'interview, j'ai eu une demande de collaboration pour une retraite, où je vais donner des ateliers de cuisine, faciliter des breathwork, enfin différentes choses. J'ai eu plein de manifestations, de liens et de demandes, en fait, qui sont, qui sont, qui sont finalement un peu la demande de sortir de l'ombre. Parce que j'avais beaucoup de demandes, enfin, on travaille avec des objectifs et j'avais beaucoup posé ça comme objectif de reprendre vie, en fait, simplement, et de reprendre vie en société et en lien. Et l'anecdote aussi, c'est que, ouais, je termine juste avec cette anecdote pour Psyché. Je parle beaucoup de breathwork et puis de mes différentes pratiques avec mon psychiatre. Et un matin, il m'écrit pour me dire qu'il souhaitait s'inscrire à ma séance de breathwork. Ok, donc j'avais un peu la pression. Je l'admire et je l'adore. Et ouais, je me disais, ouais, un professionnel enfin, je veux dire, il a étudié une dizaine d'années, c'était pas rien, quoi. Et donc, et là, je me dis, ouf, j'ai 0 inscrit à ma séance de breathwork à part lui. Et j'avais pas du tout envie de le faciliter tout seul. Je me voyais pas le regarder respirer. Puis c'était une intimité un peu bizarre parce que, enfin voilà, c'est mon thérapeute, quoi. Donc, waouh, j'étais pas très à l'aise. Et donc, je me suis dit, mais il m'écrit ça un matin et c'était pour le lendemain soir, le breathwork. Donc, il m'écrit le mercredi matin, donc la séance de breathwork était le jeudi soir. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Alors, bon, réflexe, je me suis dit, je vais équilibrer. Donc, j'ai équilibré en disant, j'ai 10 inscrits, j'ai 10 inscriptions à ma séance de breathwork. Vous me croirez ou pas, Camille me croira, mais pour ceux qui nous écoutent, vous me croirez ou pas. Le lendemain, à 12h30, donc le jeudi à 12h30, le breathwork était à 19h. Le lendemain à 12h30, je reçois un message de, je vais la citer là, Clémence, qui m'écrit, je viens ce soir. Je dis, super, tu es la 10e. Et en 24 heures, alors je dis pas que j'ai rien fait, parce qu'il faut pas, enfin, faut pas non plus mentir sur, j'ai pas équilibré et croisé les bras. J'ai équilibré, reposté sur Instagram, renvoyé à 2 ou 3 groupes WhatsApp de mon réseau. Et comme ça, naturellement, facilement, il y avait 10 personnes. Et c'est fabuleux parce que ça m'a apporté, en fait, de façon plus globale, c'est de la confiance. De la confiance en moi, c'est pas trop le sujet, mais plutôt de la confiance en la vie. Et c'est devenu plus facile et avec plus de grâce. Voilà. La vie est plus douce, finalement. Oui, et c'est important ce que tu dis, c'est pas équilibrer et croiser les bras, mais c'est la croyance qui te permet aussi de te mettre en action. Sinon, peut-être que tu te serais pas mise en action, ou pas aussi efficacement, ou pas de façon aussi fluide, comme tu dis, effectivement. Ouais, ouais. Merci pour ça, Patricia, c'est magnifique. On arrive à la fin, une dernière question pour toi. On s'est vu en Suisse il y a pas longtemps, et tu m'as dit Arise m'a sauvé la vie. C'est une affirmation très forte, ça m'intimide un peu même de le dire là sur le podcast, mais je reprends fidèlement tes mots. Qu'est-ce que tu dirais au-delà de ça? Mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent commencer ce travail? Toujours dans une démarche là un peu du héros qui rentre au village, et de transmission, et de transmettre aussi l'espoir, parce que j'ai la sensation que c'est ça que je fais aussi avec ce podcast. Voilà, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent commencer ce travail, et peut-être tout particulièrement à celles qui ont de grandes hésitations, parce que toi, tu as pu en avoir des réticences, et voilà, qui se demandent si c'est pour elles ou pas, et qui sentent de la résistance à y aller. Oui, je vais peut-être reprendre quelques points que j'ai déjà évoqués, mais un peu rapidement. Oui, je t'ai dit, ça m'a sauvée parce que clairement, quand tu as vécu toute ta vie, quand tu prends conscience que tu as vécu toute ta vie avec un système dérégulé qui t'a emmené
quand même à 2 murs très, très épais que sont un burn-out et un cancer, en fait, ça n'a pas sauvé ma vie, ça m'a sorti de la survie. C'est ça aussi. Si on reprend des termes peut-être plus précis, ça m'a sorti de la survie. Et puis, quand on ne connaît pas du tout le ventral dans sa vie, on n'a pas de moyen de régénération, en fait. Donc, moi, ça m'a permis aussi de sortir du blâme, c'est-à-dire que oui, j'ai pris la responsabilité de ce qui s'est passé dans ma vie, mais la responsabilité, elle vient aussi avec la compréhension que c'était dans ma physiologie. Donc, le teaser de ton podcast, c'est l'anxiété, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ma non-régulation ou mon incapacité à prendre soin de moi ou toutes ces choses-là, c'est pas que dans ma tête. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à ma personnalité. Parce que quand on n'a pas travaillé sur soi, ça se résume, je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Et puis un peu, je fais le haussement d'épaule parce que ouais, c'est un peu de la fatalité. Non, en fait, quand on travaille sur soi, avec ce genre, et peut-être je dirais d'ailleurs, avec Eurise, parce qu'il n'y a pas d'autres genres, il y a Eurise et pour moi c'est tout, mais je ne connais pas d'autres programmes donc je ne peux pas en parler. Mais on prend conscience en fait de où ça se situe le dilemme, parce qu'il y en a un dilemme, ça va pas s'arrêter comme ça. Il y a un dilemme, il y a un dysfonctionnement, il y a des choses vraiment. C'est pas une vue de l'esprit que ça ne fonctionne pas ou que ça hyper fonctionne mais que ça va au clash. Ça existe, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité? C'est toutes ces compréhensions et ces concepts, comme tu dis. Et moi, alors, je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin de beaucoup comprendre. Je partage parfois que j'ai grandi avec un dictionnaire qui était mon livre de chevet, parce qu'il n'y avait peut-être pas d'échange qui permettait que je comprenne des choses, ou pas de temps dans la famille. Donc, j'ai grandi avec ça et j'ai donc besoin de beaucoup de compréhension. Et ces compréhensions, on les a grâce à tout ce que nous transmet Camille au travers du podcast. Franchement, c'est la première porte d'entrée. Et puis au travers du programme. Moi, ce que je vais dire pour les personnes qui hésitent, ou j'ai personne à convaincre, mais juste pour partager ce que moi j'ai vécu. Moi, ce que je trouve formidable dans ce programme, je l'ai déjà dit, mais je le redis là, il n'y a pas de réussite dans ce programme. Il n'y a pas de réussite. C'est un cheminement, c'est un chemin de vie, c'est un accompagnement. D'ailleurs, c'est pas un programme, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement parce qu'à chaque nouvelle édition, on a accès, mais on n'a pas juste accès à des vidéos ou à des PDF, on a accès à Camille. Alors moi, Camille, je la mets pas sur un piédestal de quoi que ce soit, c'est juste la personne qui, en français, parce que je pense que c'est un travail qui existe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, etc. Moi, j'avais envie de le faire, même si j'ai une compréhension de l'anglais qui est assez ok, mais j'avais besoin de le faire dans ma langue parce qu'il y a aussi ça avec le trauma qui est important parce qu'il y a tout ce qui est préverbal, etc. Et donc, c'est hyper complet dans le sens où on a les concepts, dans le sens où on a les échanges avec Camille qui viennent pointer un petit peu ou aider à pointer là où il faudrait introspecter. Il y a des propositions sur des thèmes à chaque appel alumni, donc chaque mois, ce qui n'est pas rien. Ce qui permet en fait, et franchement ça, je le dis et je le redis, moi ça m'a permis de ne pas me mettre la pression. C'est-à-dire que le programme, il n'est pas terminé dans 4 mois. Donc c'est pas est-ce que j'ai réussi le programme? Est-ce que j'ai guéri? Est-ce que j'ai fini? Mais non, on n'a jamais terminé ce travail-là, mais tant mieux, parce que c'est qu'on découvre des choses sur soi. En fait, moi, je le prends, l'accompagnement, je le prends comme une découverte de moi, en fait. Mais c'est pas facile de se découvrir quand on n'a pas accès à tout ça, qu'on est dans le figement, qu'il y a des ombres un petit peu partout qui se cachent, des parts qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire ce travail sur les parts de soi. Voilà. Définitivement, pour moi, c'est un travail de compréhension et de découverte de soi. Le breathwork aide à ça, parce que cette intimité qu'on a au travers de notre souffle, ça aide aussi à ça. Et puis, quand il y a des bugs presque à cause de croyances, maintenant,
moi, avec l'outil de Psyché, et toi aussi, tu le proposes dans les séances individuelles, tout ce combo-là, pour moi, c'est génial parce que c'est vraiment ce qui permet, c'est assez complet finalement avec tout ça. Donc, moi, je dirais aux personnes qui hésitent ou qui ont du mal à faire le pas. Moi, j'en parle tout le temps, hein. Donc, il y a plein de personnes qui rejoignent le programme parce que j'en parle beaucoup. Ou qui me disent waouh, il s'est passé quoi? À moi, c'est ça. Après, à chacun de trouver aussi ce vers quoi il est appelé. Mais je pense que l'écoute du podcast, je vais dire ça. L'écoute du podcast, c'est une très bonne porte d'entrée. Et si le podcast résonne, il faut avancer vers le programme et l'accompagnement. Parce que si ça résonne, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser ici et que ce que je trouve génial dans ce que propose Camille, c'est qu'elle a une telle capacité et une telle qualité et compétence là-dessus à savoir amener les choses de façon progressive aussi. C'est-à-dire d'abord les concepts, savoir identifier dans quel état on est, sympathique, parasympathique, ventral, dorsal, enfin voilà, on va pas faire un cours ici, mais tout est vraiment, on va pas aller décortiquer la honte toxique aux premières heures du programme. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que le travail est vraiment graduel pour avoir amené de la capacité, pour avoir amené des ressources, pour avoir été observé d'autres choses avant d'arriver là. C'est un fil conducteur qui est absolument incroyable. Ouais, c'est génial. En fait, c'est comme une série un peu. C'est comme une série avec des épisodes. Elle appelle ça des modules. Mais finalement, c'est un peu une série. Et moi, j'attends tout le temps la prochaine série, donc la prochaine saison. Parce que comme j'y retourne, je suis contente quand il y a la prochaine saison. Et je suis contente d'y revenir. Donc c'est un peu ça, finalement. C'est un peu une série. Merci Patricia. Yes. C'est un bon concept ça, on va l'appeler le Netflix de la guérison. Yes. Merci pour ça, merci pour tes mots et je veux revenir sur quelques éléments que tu as évoqués qui me paraissent importants quand tu disais, tu as parlé de la responsabilité, je voulais juste souligner ça. En fait, tu faisais vraiment la différence entre la faute et la responsabilité. Et ce que je vois beaucoup dans les personnes qui traversent le programme aussi, c'est effectivement, elles commencent à faire cette différence entre, OK, il m'est arrivé plein de choses, et puis aujourd'hui, c'est ma responsabilité de faire quelque chose si je veux changer les choses. En revanche, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, mais c'est ma responsabilité. Hyper, hyper différent. Et quand on peut vraiment s'ancrer là-dedans, c'est pas ma faute, mais c'est ma responsabilité, peut y avoir l'engagement sans la honte, la culpabilité, la critique intérieure, etc. Et je pense que ça, c'est une des recettes du succès, en tout cas. Si succès il y a, mais une des recettes qui fait qu'on peut rester engagé sur ce chemin-là. Et ce que tu disais aussi sur la personnalité, Gabor Maté, il en parle beaucoup de ça, où tu disais, moi je pensais que c'était ma personnalité justement. Et Gabor Maté, j'aime bien sa définition de la personnalité où il dit il y a des choses qui tiennent de nos vrais traits de caractère, entre guillemets, et plein d'autres choses qui sont des adaptations, en fait, nées du trauma. Et c'est ce savant mélange de ce qui est vraiment nous et d'adaptation. Et effectivement, sur ce chemin, on se rend compte qu'il y a plein d'adaptations, de traits de caractère qu'on pensait être vraiment nous et qui finalement sont pas nécessairement nous. Et ça, c'est toutes les peaux de serpent après qu'on lâche sur ce chemin. Ouais. Et quand tu disais ça finit jamais, c'est peut-être le dernier point sur lequel je voulais revenir. Pour pas non plus décourager les personnes. Effectivement, je sais pas, et ça, on pourrait rester encore 3 heures là dans cet épisode à se demander s'il y a une destination un jour ou si ça se termine jamais. La guérison, mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que c'est long, et c'est long. Et moi, je le redis toujours et je le redirai aussi longtemps qu'il faudra. C'est long et ça veut pas dire qu'il y a pas des progrès sur le chemin. Et il en faut. C'est ce que tu disais, et toi, tu as appris à les voir. Oui, tout à fait. Et puis, je sais pas, il me vient l'image d'un amateur de golf ou même un professionnel. Il s'entraîne, il continue à aller aux practices. Alors,
ok, il fait une compétition, il est content, il a un bon résultat, et puis il va jouer pour son plaisir, et puis il va quand même au practice. Enfin, dans n'importe quel sport de haut niveau, dans n'importe quel, même pas de haut niveau, mais dans n'importe quelle passion de n'importe quoi, on va vouloir aller un petit peu plus loin. Même dans la peinture ou dans la photo, on va vouloir un nouveau matériel pour aller un petit peu plus loin et puis s'améliorer, puis se perfectionner. Ben, en fait, il y a des personnes, leur passion, c'est la connaissance d'eux, finalement. Alors, elles y viennent peut-être un peu contraintes et forcées, ou en tout cas avec des contextes de vie qui font qu'elles ont envie de changer. Mais ouais, moi, je le prends comme ça maintenant. C'est pas une corvée. Et finalement, et si c'était ça le sens de la vie, d'apprendre à se découvrir, il y a peut-être juste ça. Ouais, c'est là où la spiritualité, celle très saine, très ancrée, elle commence à avoir sa place sur le chemin de guérison à un moment donné. Mm. Mm. Merci infiniment, Patricia. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux dire quelques mots de tes propositions aujourd'hui? On a parlé de breathwork, on a parlé de psyché. Où est-ce que tu en es et où est-ce qu'on peut te trouver et trouver tes propositions? Merci Camille pour ça. Oui, alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Patricia Inspire, où on peut retrouver mes actualités. J'ai un site internet qui va bientôt arriver. Donc, je donne des séances de breathwork. Le rythme est pour le moment tous les 15 jours le jeudi soir, mais ça peut évoluer parce que j'ai des demandes aussi en semaine. Et puis, je donne des ateliers de cuisine assez régulièrement. J'adore ça. On passe des bons moments. Je les donne aussi en replay, donc c'est assez facile. Et puis, alors on se parle, je vais très très rapidement à mon prochain stage ou master de psyché. Et donc, en début d'année, quand vous écouterez ce podcast, je pense, je serai en mesure de proposer des séances. Donc, pour faciliter cet outil qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est des choses... En fait, tout ce que je propose, ça peut se passer complètement en ligne. J'espère bien aussi rapidement ou prochainement proposer des choses en présentiel à Genève. Mais en attendant, c'est vrai que c'est la facilité de se connecter. Et ça fait des sublimes rencontres aussi. Donc, ouais, j'ai à cœur de partager. C'est ce que tu disais dans ce chemin du héros. Ça m'a beaucoup émue. Mais en effet, je crois comprendre que sur mon chemin, le temps est arrivé de partager ce qui m'a, moi, aidé sur mon chemin de guérison, sur mon chemin de transformation, et, de partager, et puis oui, comme tu disais, de rendre, ou en tout cas de transmettre ce qui m'a été, ce que j'ai reçu de toi, et puis de beaucoup d'autres. Et puis de faire la lumière, en fait, sur reprendre son pouvoir, mais pas dans le sens vraiment dans le sens propre du terme, de prendre les outils qui vous passent devant. Moi, parfois il y a des gens qui me disent, mais encore ça et encore ça dans les découvertes que je fais, parce que je suis très très curieuse. Bah, pourquoi pas, en fait. Il y a des gens, ils vont au cinéma pour voir des films de ci ou de ça, ou je ne sais pas, où ils courent le monde pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle destination. Moi, parfois, c'est courir vers un nouvel outil, une nouvelle pratique. Maintenant, j'en ai deux hyper importantes et très chères à mon cœur, qui m'aident vraiment quotidiennement, parce que Psyché, pour moi, c'est quotidien. Et le breathwork, c'est quasi chaque semaine. Donc, ouais, j'ai à cœur de partager ça maintenant, et je sens que c'est l'heure, en effet. Merci Camille aussi de me pousser un peu vers ça. Merci beaucoup. Et merci à toi de le partager avec tellement de conscience, tellement d'humilité, et puis de conscience professionnelle, parce que c'est de l'investissement, toutes ces formations, hein, faut le dire, c'est important aussi. Donc voilà, toutes ces parts de nous, toutes les parts qui étaient dans ta vie professionnelle d'avant, maintenant elles sont au service d'autre chose, et ça c'est tellement beau. Merci Patricia, merci à toutes et à tous qui nous écoutaient, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci Camille, à bientôt.